Donc bienvenue dans ce topo qu'on a intitulé exactement Syndicalisme politique dans la classe ouvrière et lutte contre l'extrême droite. Et en réalité, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi ce topo, mais ce titre, mais je pense que la formule politique dans la classe ouvrière n'est pas une formule très adaptée. On aurait dû parler de politique de la classe ouvrière parce que tout l'enjeu de la discussion d'aujourd'hui va être de réfléchir ensemble. Est-ce qu'il est possible, qu'est-ce que ça veut dire une politique de la classe ouvrière elle-même? Qu'est-ce que ça veut dire que la classe ouvrière, elle se constitue en acteur politique, en force politique dans le pays, et plus précisément en force politique révolutionnaire, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc, poser cette question, ça veut dire que on considère que la révolution, elle a à la fois une dimension sociale, mais aussi une dimension politique. Donc il y a une dimension sociale, une dimension politique à la révolution. La dimension sociale, c'est peut-être celle qui est la plus facile à appréhender et que vous avez en tête, et je vais l'expliquer rapidement, je vais expliquer les deux dimensions. La dimension sociale, elle découle du fait que le capitalisme est un système qui structure la société autour de l'affrontement de deux grandes classes fondamentales, qui sont la bourgeoisie et le prolétariat, donc ceux qui possèdent les moyens de production. Tout ça, je fais assez schématique et rapide. Ceux qui possèdent les moyens de production, les entreprises, les terres, les machines, etc., et ceux qui ne possèdent rien d'autre que leur force de travail, donc leurs muscles et leur cerveau, à vendre à un patron en échange d'un salaire. Et ces deux classes fondamentales, disons, ont des intérêts naturellement divergents et même irréconciliables. Ça se conçoit assez facilement. En fait, les capitalistes, pour maintenir leur taux de profit le plus haut possible, doivent augmenter les cadences, je veux dire naturellement, doivent augmenter les cadences, le temps de travail, baisser les salaires, être compétitif. Le prolétariat doit naturellement tirer en sens inverse, ne serait-ce que pour se préserver lui-même. Donc cette lutte de classe, cet affrontement naturel, entre guillemets, spontané dans le capitalisme, il structure une bonne partie de la société, et c'est de là qu'on peut déduire une première forme schématique de ce qu'est la révolution, donc en tout cas sa dimension sociale. Nous, on conçoit la révolution socialiste comme le moment, pour le dire très rapidement, le moment où le prolétariat, les grandes masses du prolétariat, elles prennent leur destin en main, elles exproprient le pouvoir économique et politique de la bourgeoisie, et elles commencent à organiser une autre société qui est basée non pas sur le profit de quelques-uns, mais sur les besoins sociaux, et aujourd'hui on rajouterait écologiques, du plus grand nombre. Donc ça, c'est la vision schématique. Je vais rapide parce que je pense que vous l'avez plus ou moins en tête déjà, et c'est la première dimension sociale, on va dire, de la révolution. Mais si on s'arrête là, pour penser concrètement et stratégiquement la révolution, ce serait beaucoup trop schématique. En fait, pour le dire autrement, pour nous, la révolution, ça n'est pas juste le simple prolongement de cet affrontement naturel entre ouvriers et patrons. Ce n'est pas juste une grève générale qui va jusqu'au bout. Pourtant, c'est une formule ou un mai 68 qui va jusqu'au bout. C'est une formule que peut-être vous avez entendue, existe à l'extrême gauche, que moi je trouve pas intéressante parce qu'elles sont imprécises, qu'elles donnent une vision un peu parasyndicaliste, on va y revenir sur tout ça, mais de la révolution. La révolution, elle a aussi une dimension politique, je vais venir à ça maintenant, et cette dimension, elle découle de quoi? Elle découle du fait que la société, comme je l'ai dit, elle est organisée autour des deux grandes classes fondamentales, mais autour de ces deux grandes classes fondamentales existe tout un tas d'autres classes sociales ou fractions de classes. C'est toute la thématique en fait des classes moyennes, de la petite bourgeoisie, de la paysannerie russe par exemple en 1917, etc., etc. Il y a d'autres classes et fractions de classes autour de ces deux classes fondamentales. Et il existe aussi d'autres modes d'identification, d'autres formes d'expression de lutte qui sont interclassistes, si on veut utiliser ce mot, qui traversent différentes classes, comme c'est le cas du féminisme, de l'antiracisme, de lutte décoloniale, écologique, etc. Et vous voyez que la structuration de la société comme telle, c'est-à-dire beaucoup plus complexe, elle pose tout de suite aux révolutionnaires une question stratégique qui est la question des alliances.
C'est-à-dire que, en gros, se pose, dans l'affrontement entre les deux classes fondamentales, se pose la question de qui va réussir à entraîner d'autres classes ou fractions de classes de son côté, que ce soit pour continuer à dominer pour la bourgeoisie ou pour la renverser et prendre le pouvoir. Donc voilà, vous voyez que c'est plus complexe que le simple radicalisation de l'affrontement ouvrier-patron, mais il y a une question qui se pose dans la société, qui est la question des alliances, et ça c'est une question qui a traversé le mouvement révolutionnaire. Par exemple, Trotsky, dans Où va la France, qu'il écrit en 1934, pour ceux qui l'ont lu, quand il se pose beaucoup la question vers où vont basculer les classes moyennes, c'est la question des alliances qu'il est en train de poser. Est-ce que les classes moyennes vont basculer à gauche ou à droite, en gros? Cette question stratégique se retrouve beaucoup. Et c'est ça qui nous amène à la dimension politique, et on va revenir un peu longtemps pour comprendre qu'est-ce qu'on veut dire pourquoi cette question des alliances, elle amène une dimension politique à la Révolution. Mais bon, donc voilà, vous voyez que la bourgeoisie, pour dominer, elle le fait, c'est vrai qu'elle le fait au travers de son État, donc pour ceux qui ont déjà suivi un peu des formations, oui, elle le fait au travers de son État, d'abord dans son sens le plus restreint, c'est-à-dire une bande d'hommes armés, disait Engels, en tout cas son noyau dur répressif, ses forces de répression, mais elle doit aussi dominer en entraînant derrière elle et dans son projet une partie de la population. Elle doit aussi entraîner le consentement, si on veut, plus ou moins direct ou plus ou moins enthousiaste, de certains franges de la société, secteurs sociaux et tout. À l'inverse, les révolutionnaires et la classe ouvrière, la classe ouvrière, vu la position qu'elle occupe dans la production, dans le cœur même du capitalisme, elle est en position d'entraîner d'autres classes dans la bataille, etc. Et pour ça, il faut un certain programme, un certain projet, et c'est à ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et donc vous verrez, mais ça on va le voir plus loin, qu'on va utiliser en fait les concepts on va réfléchir pourquoi le concept d'État élargi de Gramsci et les concepts d'hégémonie, ce sont deux concepts qui vont nous servir aujourd'hui pour réfléchir à cette question-là des alliances, soit de la bourgeoisie, et donc on va parler d'hégémonie bourgeoise pour se maintenir au pouvoir, ou soit on va parler d'un bloc social contre-hégémonique, si on veut, qui est capable de renverser la bourgeoisie et commencer à imposer un autre système. Donc, pour discuter de cette question-là, je vais revenir sur un texte assez fondateur et qui arrive assez tôt dans le mouvement révolutionnaire, qui est un texte de 1902 écrit par Lénine, qui s'appelle « Que faire ?», que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, qui est très intéressant pour réfléchir ça, parce que c'est à partir de ces considérations générales que je viens de dire, sur la question des alliances, etc., que Lénine il va se poser la question de la pratique des révolutionnaires. Et il va décrire, je vais utiliser sa formule pour imager ce que je viens de dire jusqu'à maintenant sur la question des alliances. Lui, il va décrire l'objectif révolutionnaire, donc avec une formule où il dit, je le cite, pour la Russie de 1902, il dit que l'objectif révolutionnaire, c'est de, je cite, concentrer toutes les gouttelettes et les petits ruisseaux de l'effervescence populaire qui suintent à travers la virus et qu'il faut réunir en un seul torrent gigantesque contre le tsarisme. Donc vous voyez que dans cette formule imagée, c'est en fait un problème très stratégique de la concentration des forces et des différents secteurs opprimés, de la concentration dans le temps et dans l'espace, et que ça est un problème révolutionnaire central. Donc il explique que la classe ouvrière, ce que j'ai dit tout à l'heure, elle a le potentiel, vu la place qu'elle occupe, d'entraîner d'autres secteurs dans ce torrent gigantesque contre le tsarisme, mais que ça ne se fait pas spontanément et naturellement. Et donc il revient sur ce qui s'exprime plutôt spontanément et naturellement, c'est d'abord les luttes plutôt immédiates dans le rapport entre ouvriers et patrons, c'est-à-dire sur le salaire, conditions de travail, le temps de travail, etc. Et que ça a une conséquence dans la conscience même de classe, parce que vous savez que, y compris à l'époque, il y a des débats sur qu'est-ce que c'est la conscience de classe, et Lénine, justement, il va faire une discussion, il va dire que la conscience de classe, en tout cas pour viser la révolution, ça n'est pas seulement la conscience d'être une classe sociale qui a des intérêts divergents avec la classe capitaliste et qu'il faudra se battre contre elle et tout ça, mais il va falloir développer une conscience politique de classe. Donc lui, il utilise cette formule, une conscience politique de classe, et maintenant on va voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Lui, il dit que cette conscience politique de classe,
elle ne découle pas naturellement du simple affrontement et de la simple expérience vécue des ouvriers dans l'usine face à leur patron, mais qu'elle implique, pour atteindre une telle conscience politique de classe, ça implique, et je cite encore, une connaissance des rapports de toutes les classes et couches de la population avec l'État et le gouvernement, et de toutes ces classes entre elles. Donc je répète, ça implique une connaissance des rapports de toutes les classes et les couches de la population avec l'État et le gouvernement, et des rapports de toutes les classes entre elles. Et vous voyez que donc en toute logique, cette conscience-là, cette connaissance-là, elle ne découle pas naturellement en fait du rapport même radical entre ouvriers et patrons. Et donc si cette conscience politique de classe, elle ne se développe pas toute seule et naturellement, c'est pour Lénine le rôle des révolutionnaires de la développer. Et donc c'est à partir de là qu'il va mener une polémique avec une partie de la social-démocratie russe de l'époque, donc une partie des révolutionnaires russes de l'époque, qu'il va appeler les économistes. Aujourd'hui, on pourrait dire les ouvriéristes, si on veut, en tout cas, c'est-à-dire la fraction qui pense que, au contraire, la révolution va découler de l'affrontement ouvrier-patron, qu'il s'agirait de radicaliser ou de politiser dans leurs termes et tout ça. Donc il va polémiquer, notamment avec Martynov, qui est un de ces représentants de cette tendance. Il va beaucoup polémiquer sur la pratique concrète. Il va dire que le modèle que les révolutionnaires ils doivent viser, ça n'est pas le pur dirigeant syndicaliste, mais c'est le tribun du peuple. Donc je vais essayer de revenir sur qu'est-ce qu'il veut dire par là, même si là c'est les bases que je suis en train de poser pour après rentrer dans la discussion sur syndicalisme et politique. Donc lui il va beaucoup polémiquer avec cette frange qui pensait qu'il faut se limiter à parler du régime des usines, des questions de salaire et tout ça. Et il va beaucoup expliquer qu'il faut arrêter de prendre les ouvriers pour des teubés, de leur expliquer ce qu'ils savent déjà avec d'autres mots, etc. Et qu'il faut essayer d'élever la conscience au maximum et surtout de faire comprendre qu'il y a différents secteurs dans la société et que sans se fixer l'objectif de déclencher ce torrent gigantesque contre le tsarisme, ça ne va nulle part et ça a beaucoup de limites le simple affrontement patronal, parce qu'il y a aussi un régime politique qui est le tsarisme, qui lui organise et pense la division entre tel secteur social et tel autre, etc. Et pour résumer rapidement, parce que je vais pas, évidemment c'est plus complexe et précis et tout, mais là pour le besoin de ce topo, je vais vraiment à la hache pour raconter cette discussion-là. Pour la résumer, je vais reprendre une phrase de Lénine dans Que faire, mais je vais la paraphraser et l'actualiser aujourd'hui pour qu'on se comprenne. On pourrait dire que si Lénine écrivait Que faire aujourd'hui, il dirait que pour devenir révolutionnaire, l'ouvrier il doit se représenter clairement les différents secteurs sociaux du pays, c'est-à-dire et premièrement ceux de sa propre classe parce qu'elle n'est pas unifiée et homogène. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'en fait il faut se représenter les secteurs qui ont été à l'avant-garde des luttes de ces dernières années, les raffineurs, les cheminots et quelques autres, leur dynamique, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, le rapport au reste de la classe, leur rapport à l'État, leur degré de politisation, etc. Mais aussi les autres secteurs de la classe, ceux qui se sont mobilisés pendant les retraites, les secteurs plus périphériques qui sont révoltés pendant les gilets jaunes, ceux de l'aéronautique qui sont bougés surtout sur l'inflation, etc., etc. Penser en fait la division entre les classes populaires et ouvriers des villes et ouvriers des zones rurales qui ont une politisation différente. Bon, tout ça, on va rentrer après précis avec le cas français, mais disons que la logique de Lénine dans Que faire, une conscience politique de classe, ce serait de commencer à développer une telle conscience des grands enjeux dans le pays et des grands secteurs sociaux et des grandes masses qui s'affrontent ou peuvent s'allier, quel rapport ils ont à l'État, etc. Pour penser en fait cette espèce de bloc social contre-hégémonique, un bloc social, une alliance qui est capable de renverser la bourgeoisie et de commencer à organiser une société différente. Et donc il faut penser à la fois les secteurs déjà de sa propre classe sociale pour passer parce que l'unité de notre classe elle-même n'est pas simple, mais aussi des secteurs qui ne sont pas directement ouvriers. Vous avez vu que les agriculteurs par exemple sont de moins en moins nombreux mais représentent encore une force sociale et politique comme ils l'ont montré, que les étudiants ne sont pas une frange purement ouvrière de la société, mais historiquement en France ont joué un rôle important à certains moments en alliance avec le mouvement ouvrier, y compris les secteurs de petits ou très petits patrons
patrons ne sont pas tous obligatoirement perdus pour la cause et gagnés en fait à la grande bourgeoisie. On a vu le début des Gilets jaunes, par exemple, mobiliser quelques-uns de ces secteurs, même s'ils ils sont vite partis après. Mais vous voyez que tout ça, c'est en tant que révolutionnaire, on doit penser la société comme ça, et dans un premier temps à échelle nationale, après l'extension internationale de la révolution aussi. Donc c'est à ce prix, si on veut, au prix de cet effort de connaissance, qu'un ouvrier de notre organisation, par exemple, il peut devenir un véritable tribun du peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable, en plus de parler de son propre vécu, de dénoncer chaque oppression qui existe dans le pays, de savoir en dresser un tableau général, si on veut, et de brosser une perspective face à la bourgeoisie, c'est-à-dire une perspective stratégique d'alliance, de penser les alliances entre telle et telle classe qui apparemment n'ont pas forcément les mêmes intérêts directs, etc. Vous voyez que la logique de tribun du peuple, elle est quelque chose comme ça. Et donc, donc toute cette polémique, je vous invite, si vous avez jamais lu Que faire, à le lire, ou au moins le troisième chapitre qui traite de cette question, qui s'appelle Trait d'unionisme et social-démocratie, quelque chose comme ça, mais bon, c'est comme syndicalisme et pratique syndicaliste et pratique révolutionnaire. Je vous invite à lire ce chapitre qui est très intéressant. Maintenant, ça c'était en 1902, très contextualisé, etc. Malheureusement, pour développer cette conscience politique de classe dans le mouvement ouvrier, ça n'est pas un simple débat d'idées et ça n'est pas un simple débat entre révolutionnaires sur la pratique à adopter. En fait, si c'était juste un débat avec Martinov et les ouvriers, et des Martinov d'aujourd'hui et des ouvriéristes et tout ça, pacifique, ça serait plus simple. Mais il existe et s'est développé justement dans ces années-là, 1890, 1900, etc., s'est développé au sein même du mouvement ouvrier un acteur important qui est devenu un obstacle et un frein très important au développement de cette conscience politique de classe. Cet acteur, c'est la bureaucratie syndicale. Et faut que ça va être interactif, comme ça je vais reposer ma voix des fois. Donc la bureaucratie. Oui, donc effectivement, la bureaucratie syndicale, en fait, à cette époque, la bureaucratie syndicale et politique, même si aujourd'hui, ce qui nous intéresse va plus être la bureaucratie syndicale, mais il y a une bureaucratie dans les partis de la classe ouvrière elle-même. L'exemple paradigmatique, c'est le SPD allemand, le parti social-démocrate allemand, l'exemple plus fort et plus connu. À cette époque, va se développer une bureaucratie, c'est-à-dire, pour la définir rapidement, une couche supérieure à l'intérieur des organisations même de la classe ouvrière, et donc nous on va s'intéresser aux syndicats, et une couche supérieure qui commence à avoir ses propres intérêts au maintien des appareils syndicaux pour le coup, et donc au maintien du système qui les fait vivre, et donc vont commencer à être de plus en plus adversaires de la révolution, et même de toute lutte un peu costaud qui mettrait en doute, mettrait en risque leurs propres intérêts, leur maintien en fait, avec leur début d'intérêt matériel. Donc ça c'est pour décrire très schématiquement, et on pourra après préciser, parce que c'est des débats qui sont intéressants, pour décrire très rapidement l'apparence de cet acteur-là, qui est un phénomène historique à part entière, c'est-à-dire en fait, dans cette période-là, fin du 19e, début du 20e siècle, apparaît dans beaucoup de pays, et notamment dans les pays impérialistes, une bureaucratie assez forte et consolidée. Je vais faire un autre moment interactif. À votre avis, pourquoi, si ça apparaît aux mêmes périodes historiques dans plusieurs pays à la fois, c'est quoi les causes de l'apparition de cette bureaucratie? Sachant qu'il y en a plusieurs, donc plusieurs réponses sont possibles. Là, ce que vous dites sur pourquoi opter le mouvement ouvrier et tout ça, c'est sa fonction, son rôle, à quoi elle sert. Il faut comprendre que c'est un phénomène historique profond dans plusieurs pays en même temps, et que donc ça a des racines matérielles très fortes. Racines matérielles, c'est une bonne trentaine d'années de prospérité capitaliste et de développement capitaliste. Ça est un terreau fertile, une base matérielle au développement en fait du réformisme et au développement d'une bureaucratie. Les périodes de dynamisme économique où le capitalisme est plutôt en expansion, c'est une base matérielle à la fois au développement d'une idéologie réformiste, c'est-à-dire d'une idéologie comme quoi, en fait, au sein même du capitalisme, on peut améliorer graduellement notre condition, etc.
Donc à la fois c'est propice à ce genre d'idéologie, et à la fois c'est propice très matériellement et concrètement, en chair et en os, c'est propice au développement de bureaucratie, c'est-à-dire que des franges hautes, quand le capitalisme est plus dynamique, il a plus de quoi redistribuer une partie de ses profits ou de ses surprofits aux franges hautes d'organisation pour les corrompre directement ou indirectement. Et donc la base matérielle la plus profonde qu'il faut retenir, c'est ça, parce que c'est les quelques 30 années, disons de 1880 à 1910, 1914 si on veut, c'est ça en fait. C'est une période de prospérité économique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir et qu'on a retrouvé ensuite, on va y revenir, par exemple après la Deuxième Guerre mondiale, pour d'autres raisons économiques. Ça est un terreau fertile à la fois au développement de la bureaucratie et de l'idéologie qui va avec, on va dire, qui est l'idéologie réformiste, qu'en fait on pourrait s'améliorer dans le cadre du capitalisme et qu'il ne faut pas viser plus que ça pour améliorer notre condition. Ah oui, ouais, bon, je rentre pas, il existe des débats sur les mécanismes précis, parce qu'en fait il n'y a rien de très automatique ou mécanique, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a un dynamisme économique que les forces révolutionnaires se réduisent, que le réformisme augmente et que la bureaucratie est très forte. Ça dépend aussi d'autres facteurs, d'une combinaison de facteurs, des traditions dans le pays. Et vous allez voir, on va analyser l'exemple français, vous allez voir que rien n'est automatique, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire il peut y avoir dynamisme économique et développement de forces révolutionnaires aussi. Il peut y avoir à l'inverse très grosse crise économique et ça ne liquide pas automatiquement l'idéologie réformiste qui existait et la bureaucratie qui existait. Donc bon, gardez juste ça en tête, que rien n'est mécanique, mais qu'il y a quand même une relation, si elle n'est pas automatique et mécanique, il y a quand même une relation entre l'économie et l'idéologie, on va dire. Pour l'instant, restons-en là. Donc, retenons dans cette partie qu'il apparaît assez tôt dans l'histoire du mouvement ouvrier une bureaucratie syndicale, et une bureaucratie syndicale qui va jouer, et là j'en viens à la fonction que vous avez dit, qui va jouer le rôle d'une véritable police politique, d'un véritable contrôle politique du sein même, de l'intérieur même de la classe ouvrière. Et police politique, c'est pas une formule que j'invente, c'est une formule que Trotsky a utilisée pour décrire le rôle des directions syndicales. Gramsci aussi l'a utilisée, et qui vous allez le voir après dans quelques exemples, est très parlante. C'est vraiment une fonction de contrôle politique des tendances les plus radicales et révolutionnaires de la classe. Et donc vous voyez que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que ce n'est pas un simple débat pacifique dans le mouvement ouvrier, c'est que la bureaucratie syndicale, quand elle se constitue comme une couche sociale propre et réelle, c'est-à-dire des gens qui ont un certain intérêt matériel commun, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont le défendre, et qu'ils vont le défendre y compris matériellement. Alors il y a des exemples en fait dans l'histoire, ou même dans certains pays et tout, où la bureaucratie syndicale, où ça se voit beaucoup ça, c'est-à-dire la bureaucratie syndicale, elle vient, elle te tape, elle te met des coups de couteau, tout ça existe. Les pays plus puissants, et parfois ils n'ont pas besoin de ça, parce que s'ils ont quelques miettes à redistribuer à le syndicat plus bidon et plus bureaucratique, et bien du coup ça engendre quelque chose que vous voyez par le dialogue on arrive à avoir, alors que quand on est dans le dur on n'arrive pas. Donc ça peut prendre des formes concrètes très différentes, mais la bureaucratie syndicale en tout cas se constitue dans une force, une couche sociale homogène, et ça veut dire que en réponse il ne va pas suffire pour les révolutionnaires de simple débat pacifique, mais aussi une certaine force matériellement organisée. C'est pour ça que très tôt, par exemple Lénine, je pense c'est 1906 ou 1908, il y a un texte qui s'appelle La neutralité syndicale, je pense, où il parle de la nécessité de construire des véritables fractions révolutionnaires dans les syndicats. C'est-à-dire les révolutionnaires, ce n'est pas juste une question de débat, genre tu ne vas pas convaincre un bureaucrate, non en fait il faut faire non, le bureaucrate qui gagne 5000 balles en ne travaillant pas à l'usine, il aimerait bien rester comme ça. Et ses potes aussi, ils sont organisés, ils savent manœuvrer, ils tiennent l'appareil. Donc ça nécessite en fait des fractions révolutionnaires qui ont consciemment le projet de développer cette conscience politique de classe, qu'après on va penser plus concrètement, en sachant qu'ils vont devoir s'affronter sur ce chemin à un adversaire concret et organisé, que c'est la bureaucratie syndicale. Donc maintenant, on va mettre du concret dans tout ça en analysant l'exemple français on va faire un peu le parcours ensemble de la classe ouvrière et de sa politisation
depuis ses débuts, le milieu du 19e siècle. Je vais le faire schématiquement évidemment, mais jusqu'à aujourd'hui, mais pour voir un peu ces niveaux de politisation ou pas, et ces niveaux d'intégration à l'État, disons, au travers de sa bureaucratie. Donc là, je vais expliquer. En fait, ce qu'on a vu jusqu'ici, depuis le début du topo, c'est qu'il y a une question stratégique qui se pose à la classe ouvrière, c'est la question des alliances. Et que pour ça, la classe ouvrière elle a besoin de développer une conscience de classe qui ait une dimension politique. Pour l'atteindre, elle ne va pas se limiter seulement à la pratique syndicale, elle doit avoir une certaine pratique sur laquelle on reviendra, et elle va s'affronter à un adversaire au sein même de ces organisations, qui est la bureaucratie syndicale. La bourgeoisie, de son côté, elle cherche non seulement à entraîner une partie de la classe ouvrière dans son idéologie, c'est-à-dire à la convaincre que le capitalisme c'est le seul régime possible, et donc à étendre son hégémonie, si on veut, mais plus précisément, elle cherche à organiser concrètement et matériellement cette hégémonie au travers de mécanismes d'intégration de la classe ouvrière à l'État, donc de mécanismes d'intégration concrets, notamment au travers de la bureaucratie syndicale et tout ça, et il y a plein de mécanismes, après on va y revenir, mais je veux dire les CE, toutes les institutions qui existent sont des mécanismes d'intégration, après on peut revenir plus précisément, y compris dans la discussion. Donc maintenant, pour rendre la discussion plus concrète, on va rentrer dans l'exemple français, et on va analyser ensemble comment la bourgeoisie française, au fur et à mesure de son histoire, elle a cherché à intégrer une partie large ou étroite de la classe ouvrière à son projet, et donc à l'intégrer soit idéologiquement et à la convaincre vraiment, soit un peu de force, soit à intégrer plutôt sa bureaucratie, sa frange haute, etc. Il y a plein de manières pour la bourgeoisie d'essayer de jouer sur la conscience et la politisation de la classe ouvrière. Et ça dépend en fait du terrain favorable ou pas, donc économique et tout ça, mais aussi d'une certaine tradition et d'un certain rapport entre bourgeoisie et ouvrier. On va réfléchir maintenant de tout ça. Avec l'exemple français, et je vous disais que le concept d'État élargi de Gramsci va nous servir. On ne va pas rentrer dans le concept très précisément, mais retenez la formule synthétique d'État élargi qu'utilise Gramsci, qu'il dit que c'est dictature plus hégémonie. Il dit l'État élargi, c'est dictature plus hégémonie. C'est-à-dire dictature, genre les forces répressives, le noyau dur de l'État, plus hégémonie, c'est-à-dire la capacité à entraîner le consentement d'une partie en fait, des masses. Donc dictature plus hégémonie. Donc cet État élargi n'est pas fixe, c'est toujours le même. La bourgeoisie a besoin parfois d'élargir son État, parfois de remettre en cause cet élargissement de l'État pour différentes raisons. Maintenant, on va le voir dans l'exemple français. Et pour ça, on va repartir d'assez loin parce que ça a une grande importance en fait pour penser le syndicalisme aujourd'hui. Les traditions, les premières traditions qui ont structuré le syndicalisme, c'est-à-dire avant même 1914 et tout ça, sont des traditions ça peut paraître surprenant, mais qui structurent en grande partie le syndicalisme encore aujourd'hui. Même si c'est pas le même qu'avant 1914, il y a beaucoup de choses. On va essayer de voir. On va essayer de voir pourquoi. Donc donc très tôt, la bourgeoisie française, elle cherche à faire ce que je dis, c'est-à-dire à intégrer une partie de la classe ouvrière française qui était très combative, avec de fortes tendances révolutionnaires. Elle essaye de contrôler ces tendances les plus politiques et radicales dans le mouvement ouvrier. Elle voit dans les syndicats un outil pour essayer de faire ça. Et donc au travers ça se voit notamment avec la loi de légalisation des syndicats. Or, autre moment interactif, qui sait en quelle année sont légalisés les syndicats en France ? Normalement, plein de gens savent. 84, 1884, et pas 1984. Donc en 1884, il y a la loi Waldeck-Rousseau qui légalise les syndicats en France, et c'est une tentative très claire, et l'avantage pour nous c'est qu'à l'époque la bourgeoisie elle parle très clairement de son projet, c'est une tentative très claire de contrôler les tendances plus politiques et révolutionnaires qui se développaient dans le mouvement ouvrier français. Et je vous ai sorti une citation que j'avais déjà dit dans d'autres topos, que je trouve très parlante, citation de Jules Ferry qui était le chef du gouvernement de l'époque, et qui dit que, je cite, « En autorisant les syndicats professionnels, ce gouvernement a mis en place une administration composée de l'élite des ouvriers et capable d'isoler les agitateurs professionnels. »
Donc ça, c'est très parlant. Aujourd'hui, il se cacherait un peu plus, il ne dirait pas comme ça. Et dans la loi elle-même, après, il y a d'autres que je ne vous ai pas sortis là, mais où ils disent en fait très clairement que les syndicats, ils ont le droit de faire du corporatif, du professionnel, du je sais pas, de tout, sauf politique. Politique, c'est dit, pas de politique, etc. Donc il y a une tentative très forte en 1884 à ce moment-là de se servir de cette légalisation des syndicats pour intégrer à l'État et contrôler les tendances plus révolutionnaires, les groupes socialistes qui inquiétaient beaucoup Jules Ferry, etc. Cette tentative d'élargir l'État, du coup, pour reprendre les termes de Gramsci, elle a été donc une tentative de la bourgeoisie française, mais qui a eu peu de résultats dans les années et même les décennies qui ont suivi. Et ça pour une raison simple, c'est qu'on ne rompt pas du jour au lendemain, même avec une loi, avec des traditions profondes qui ont commencé à se construire. C'est-à-dire, en gros, on ne réconcilie pas les ouvriers avec la République qui les a massacrés en 1848 et en 1871 dans la Commune. Et s'était mis en place une histoire du mouvement ouvrier français qui avait déjà un peu ce visage, c'est-à-dire un patronat très radical et répressif, qui avait donc massacré dans le sang en 1848 et sous l'égide de la République, si on veut. Ce n'est pas une loi qui a réconcilié ça, et les tendances révolutionnaires et les tendances aussi radicales et répressives du patronat ont continué à perdurer, et ça a donné... et ça a favorisé les tendances révolutionnaires dans le mouvement ouvrier qui vont rester importantes jusqu'en 1914. Ça va s'exprimer dans le courant que peut-être vous connaissez, qui s'appelle le courant syndicaliste révolutionnaire, ou anarcho-syndicaliste, parfois on peut parler. C'était en tout cas une tendance très radicale et réellement révolutionnaire, profondément révolutionnaire à cette époque du syndicalisme français. Qui était idéologiquement plutôt comment on dit, influencé par l'anarchisme, mais qui n'est pas exactement un courant anarchiste. Vous connaissez peut-être, pour les syndicalistes qui sont dans la salle, la fameuse charte d'Amiens qu'on ressort. C'est un peu le texte au moment de l'apogée. C'est en 1906, dans le congrès d'Amiens de la jeune CGT, qui avait été fondée en 1895, et qui est le texte un peu du moment de l'apogée de ce courant syndicaliste révolutionnaire. Et c'est intéressant de connaître cette période, parce qu'à ce moment-là se met en place une certaine structuration du syndicalisme qui fait que même si aujourd'hui ce n'est ni Pierre Monat, ni Rosmer, ni Mereim, c'est-à-dire les grands dirigeants syndicalistes révolutionnaires de l'époque, aucun de ceux-là, ni aucun semblable ne dirige en fait le syndicalisme, et pourtant le syndicalisme reste beaucoup structuré. Tu regardes le syndicalisme français aujourd'hui, pour le comparer à l'allemand, au belge et tout, je vais faire quelques comparaisons pour que vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez qu'une grande partie du syndicalisme et du mouvement ouvrier français a été structuré à cette époque et a perduré comme tradition, si on veut, même si après en prenant des formes et des particularités différentes. Par exemple, je pense que les syndicalistes qui sont dans la salle, ça va vous parler, mais c'est à ce moment-là que se construit un syndicalisme plus interpro, ce qui n'est pas du tout naturel. Par exemple, à l'origine, en Allemagne, par exemple, c'est plutôt les fédérations de métiers et les fédérations de branches qui priment. Et encore aujourd'hui, le syndicalisme allemand n'est pas un syndicalisme très interpro. Au contraire, en fait, par la naissance particulière du syndicalisme français, où il reste encore jusqu'à aujourd'hui une confédération qui a un poids et une reconnaissance, y compris par l'État, des unions départementales, y compris des UL, même si elles sont un peu le parent pauvre de la CGT. Alors, parfois je parle de syndicalisme en général, parfois je parle de la CGT, mais la CGT a structuré beaucoup, même le paysage syndical en général. Mais donc un syndicalisme plutôt interpro qui se met en place à ce moment-là et qui perdure encore dans la mentalité aujourd'hui. Un syndicalisme plutôt politique et qui se fixe des objectifs politiques. Et là, je voudrais rompre avec ceux qui pensent que la charte d'Amiens, c'est une espèce de péché originel qui divise le syndical et le politique. Pour moi, c'est faux de dire comme ça, entièrement faux. Ça divise à la limite, si vous voulez, et encore pas de manière caricaturale, mais ça divise les syndicats et les partis politiques, si on veut. Mais la logique de la charte d'Amiens et des syndicalistes révolutionnaires, c'était de fixer aux syndicats eux-mêmes des objectifs politiques. C'était que la politique se fasse par les syndicats eux-mêmes, ce qui est totalement et c'est ça qui fait que c'est un syndicalisme beaucoup plus politique que la plupart des autres syndicalismes que
que moi je connais ou que j'ai un peu étudié, disons, je sais pas, par exemple le syndicalisme belge, je sais pas si je sais qu'il y a des camarades belges dans l'UDT, je sais pas s'ils sont dans la salle, ils pourront dire, mais le syndicalisme belge, très tôt, je pense que c'est 1850 et quelques, un truc comme ça, se met en place un système dans lequel il faut être adhérent au syndicat pour profiter de prestations sociales, d'assurance chômage, etc. Et donc se met en place à ce moment-là, et perdure jusqu'à aujourd'hui beaucoup les tendances, à un syndicalisme de service, un syndicalisme de guichet, c'est-à-dire où tout le monde est adhérent, mais pour bénéficier en fait de l'assurance chômage ou de prestations sociales diverses. En France, c'est pas comme ça que ça se met en place, et du coup se met en place un syndicalisme beaucoup plus restreint en termes d'adhérents, mais pas forcément en termes d'influence, c'est-à-dire c'est un syndicalisme beaucoup plus militant, avec une certaine adhésion au moins idéologique, etc. Et ça perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Vous comparez le syndicalisme belge, même allemand, et le syndicalisme français. Et c'est pour ça que la bourgeoisie française ne se moque pas trop non plus du faible taux de syndicalisation, parce qu'après, il chiale à chaque fois qu'il y a des mobilisations fortes, parce que le syndicalisme français, il fonctionne comme ça. C'est pas beaucoup d'adhérents, et plutôt les membres actifs sont plutôt des élus, etc., mais conservent une certaine influence. Et les objectifs politiques, j'ai pas développé, mais vous voyez que dans la charte d'Amiens de 1906, c'est à ce moment-là que s'exprime, par exemple, je pense que c'est une des premières fois, la question de la double besogne. Pour ceux qui sont dans la CGT, vous connaissez donc la double besogne, c'est quelque chose qui encore dans les formations CGT on entend, qui en gros dit il faut faire le lien entre la besogne quotidienne et la besogne future, c'est-à-dire un lien entre les intérêts, la défense des intérêts immédiats et la défense, à l'époque c'était de la révolution, aujourd'hui c'est vraiment, t'entends ça dans les formations de CGT, ça fait de mal à personne, mais personne ne veut faire la révolution quand il dit la double besogne. Mais encore ça perdurait jusqu'à aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, c'est-à-dire, et c'est un syndicalisme beaucoup plus politique que, pour moi, tout le syndicalisme européen que je connais. On débattait avec des camarades, je pense, le syndicalisme argentin, je pense, avec son lien avec le péronisme et tout, est très politique, peut-être plus que français et tout. Mais après, sinon, c'est très politique. Donc, c'est pas une séparation du syndical et du politique. C'est plutôt une méfiance des partis qui, après, après la guerre, va devenir très caricaturale, etc. Bon, c'est une autre discussion. Donc tout ça, c'est pour dire que c'est des traditions qui se mettent en place avant 1914 et qui ont une importance, je pense que c'est une leçon même pour nous-mêmes de voir à quel point certaines traditions peuvent perdurer sans même que leur direction réelle et leurs dirigeants réels ne dirigent aujourd'hui la CGT ou des secteurs de la CGT. 1914, donc le déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est un tournant par rapport à ça, et ça va être le début d'une certaine intégration des organisations ouvrières françaises à l'État. Tout à l'heure, je vous disais que rien n'est très mécanique et automatique. Par exemple, c'est très différent de l'Allemagne. Quand on dit la bureaucratie syndicale et qu'on dit, voilà, en fait, pendant des décennies de prospérité, il y a une bureaucratie syndicale, c'est-à-dire une couche de gens, ils ne sont pas à l'usine, ils ont des intérêts matériels, ils vont les défendre coûte que coûte. Donc, tu comprends que quand il y a un déclenchement de la guerre, eh bien, ils sont en lien avec l'État et tout. Pour la France, je ne sais pas si vous savez, mais dans la CGT, au moment du déclenchement de la guerre, il y a 3 ou 4 permanents. C'est-à-dire rien du tout. Ce n'est pas une bureaucratie comme on pourrait l'imaginer, genre ils ont tout intérêt, tout ça. Et pourtant, sans qu'il existe une bureaucratie très consolidée, comme en fait je l'aurais décrit avant, se met en place un même mécanisme sur le moment. C'est-à-dire en gros, l'intérêt matériel, il devient un intérêt matériel immédiat qui est en gros le droit de ne pas aller en prison, parce qu'en fait la bourgeoisie française, elle avait le carnet B qui était une liste de 3 ou 4 000 militants qu'au déclenchement de la guerre il fallait mettre en prison, et en fait à la veille du déclenchement, il commence à négocier avec Léon Jouot, sa clique et tous les dirigeants. Ils voient qu'ils vont être prêts à faire rien de ce qu'ils disaient encore la veille, parce qu'il y avait une mentale de guerre à la guerre, on va s'opposer à la guerre et tout. Et donc la bureaucratie commence à se mettre en place, disons, à ce moment-là, avec l'intérêt matériel qui est de ne pas aller en prison, et un peu plus tard après, de ne pas être mobilisé sur le front. Et ça va même être utilisé en bonne entente entre la clique à Léon Jouot et entre la clique à Léon Jouot et l'État, qui vont se mettre d'accord pour ne pas être mobilisés sur le front, mais par contre envoyer sur le front les oppositionnels, c'est-à-dire les syndicalistes révolutionnaires dont je parlais avant, Pierre Monat et quelques autres, qui ont sauvé l'honneur du syndicalisme français, si on veut. Eux ont été envoyés au front. Pierre Monat, il a envoyé, je pense que peut-être Rosmer aussi, je ne me rappelle pas, mais
Mais vous voyez, l'entente se met en place très vite à ce moment-là. Ce qui est intéressant pour nous d'analyser plus précisément, c'est que le courant syndicaliste révolutionnaire, c'est un des seuls courants ouvriers assez importants et implantés, même en Europe, qui est resté profondément révolutionnaire et s'est opposé clairement à la guerre. Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est pourquoi il n'a pas réussi à conquérir à ce moment-là une influence majoritaire dans la classe pour ses propres intérêts, à ne pas aller se faire tuer pour les intérêts des industriels français à ce moment-là. Si j'ai dit tout à l'heure que ce syndicalisme, les syndicalistes révolutionnaires, c'était un syndicalisme politique dans le sens qu'il se fixe des objectifs politiques, la révolution est un objectif politique, etc. Maintenant, il faut voir aussi les limites de cette politique. Et Trotsky il critiquait beaucoup, par exemple, chez les anarchistes, les limites de cette politisation en critiquant le mythe de la grève générale. Donc pensez à ce que j'ai dit tout à l'heure au début, c'est-à-dire la révolution n'est pas la simple grève générale qui va jusqu'au bout. Et bien on peut dire que d'une certaine manière, l'histoire du syndicalisme français et sa difficulté à s'opposer réellement et avoir une influence large pour s'opposer à la guerre, c'est le résultat d'un trop peu politique. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que tu as beau construire les syndicats les plus forts dans ta boîte, les plus forts face au patron, sur les questions économiques, ce que tu veux, etc. Le jour où ce sont des questions politiques et même géopolitiques qui commencent à primer et qu'il faut s'opposer non pas à ton patron, mais au nationalisme, il faut s'imaginer que c'est pas simple. Aujourd'hui, peut-être on pourrait imaginer schématiquement, genre, ah ouais, c'est Léon Jouot, il a dit va mourir pour les industriels français, et ils ont tous suivi. Mais c'est pas comme ça. C'est pas aujourd'hui s'il y a une guerre, c'est pas que Patrick Pouyanné, il va dire va mourir pour moi, et Macron il va dire va mourir pour moi, et non, on va dire non, et c'est facile. C'est pas comme ça. S'opposer au nationalisme, il y a une campagne médiatique pour vous imaginer. Rappelez-vous le début de la guerre en Ukraine, la puissance de la campagne médiatique et comment c'était difficile dans la classe ouvrière ou ailleurs, d'exprimer un avis contraire, anti-impérialiste, etc., qui ne soit pas l'avis majoritaire. Imaginez si la France elle est directement impliquée dans un conflit. Et s'opposer au nationalisme se fait avec des arguments politiques et géopolitiques que si tu n'as pas construit une influence en tant que telle dans la classe ouvrière, tout ce que tu as construit avant peut être balayé. Et ça est une des faiblesses, si on veut, du syndicalisme révolutionnaire de l'époque qui a raté son occasion historique de conquérir une influence majoritaire dans les masses françaises. Et je ne rentre pas plus dans le débat, il y a des discussions qui sont passionnantes entre Trotsky et Pierre Monod. Pierre Monod, c'est un dirigeant du syndicalisme révolutionnaire et qui était un ami de Trotsky, et ils débattent en fait, y compris de ses limites. Je ne rentre pas plus dans ça, mais c'est passionnant justement parce que comme c'est des tendances qui peuvent exister encore aujourd'hui, c'est intéressant de voir ces limites. Donc ce courant syndicaliste révolutionnaire, il va louper donc cette occasion au moment de la Première Guerre mondiale et il va continuer à exister mais fortement décliner après la Première Guerre mondiale et non seulement décliner mais aussi beaucoup s'adapter à la bureaucratie syndicale, sous prétexte d'unité syndicale, de ne pas diviser les syndicats, des choses qu'on entend aujourd'hui encore et tout ça. Il va beaucoup s'adapter à la clique de Léon Jouot qui va se maintenir et tout ça, qui aura pourtant trahi les intérêts historiques de la classe ouvrière française. Donc c'est un courant qui va plutôt décliner, et comme vous le savez, en lien avec le développement même international du stalinisme, je veux dire après la révolution russe et la bureaucratisation de l'État ouvrier russe, va se développer en fait le stalinisme non seulement en Russie, mais dans les organisations même de la classe ouvrière, dans les PC et les syndicats, et donc la France va pas louper ça, et le Parti communiste français va se bureaucratiser, et petit à petit va se mettre en place une autre tradition qui elle aussi a marqué profondément le mouvement ouvrier français, qui est la tradition stalinienne pour aller vite, mais qui est une tradition différente, y compris dans le rapport entre le syndical et le politique. Et d'ailleurs, il faut pas croire. En fait, c'était un rapport où il y a un rapport courroie de transmission direct, c'est-à-dire le Parti communiste, petit à petit, met en place un rapport dans lequel le syndicat est la courroie de transmission directe et sans nuance ni contradiction de la politique du Parti communiste. Et donc, le secrétaire général de la CGT est un membre du bureau politique du PC, et etc., etc. Ça ne veut pas dire que ça augmente
la conscience politique de classe dans la classe ouvrière, parce que ça met en place une autre forme de division entre le syndical et le politique, qui est la division que met en place le PC lui-même entre les syndicalistes et les parlementaires. En gros, les parlementaires du PC sont ceux qui font de la politique et qu'il ne faut pas les déranger à tel et tel moment, ou alors il faut faire grève pour les... Mais donc les ouvriers, c'est pas eux de faire directement de la politique ou d'avoir une conscience très politique. Il y a les députés qui s'occupent de ça et les syndicalistes qui s'occupent de faire pression, on va dire. Donc ce courant devient le courant très clairement majoritaire et dirigeant du mouvement ouvrier français et pas que. Et comme on le sait, je vais passer très rapidement là-dessus, mais comme on le sait, c'est un courant qui a joué un rôle que nous on considère contre-révolutionnaire dans certains moments où il y avait des possibilités révolutionnaires, comme par exemple en 1936 avec les accords de Matignon, mais ça, il y a des topos sur ça et je reviens pas dessus. L'apogée de l'influence du stalinisme en France, c'est plutôt après la Deuxième Guerre mondiale et à partir de 1945. Et c'est la période sur laquelle je vais m'arrêter maintenant pour décrire un peu, parce que c'est la période paradigmatique si on veut étudier un peu ce type de mouvement ouvrier français structuré par un PC très fort. Vraiment, le moment où le PC est le plus fort, PCF, c'est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi là où la bourgeoisie française utilise cette force pour intégrer davantage la classe ouvrière à l'État. Donc tout ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est de la stratégie et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire c'est à la fois, il faut le voir avec ces deux facettes de notre point de vue. Il faut le voir à la fois comme un renforcement d'organisations qui sont du mouvement ouvrier, etc., donc le PC, les syndicats et tout, mais à la fois un renforcement de l'intégration de ces organisations et donc de la classe ouvrière, parce qu'elles entraînaient une grande partie de la classe ouvrière avec elles, à l'État. C'est à ce moment-là, pour vous dire concrètement, par exemple, le programme du Conseil national de la résistance, il est rédigé par la CGT et la CFTC aussi, en lien avec les bourgeois, De Gaulle, tout ce qu'on veut. Et c'est aussi là que se met en place, du point de vue du syndicalisme, le plus de mécanismes d'intégration au travers des CE. Je pense que les CE, c'est à ce moment-là, 45 ou 46, et beaucoup d'autres mécanismes que je ne me rappelle pas en détail, mais c'est la Sécu sociale, les CE. Non, les sections syndicales, c'est 68. Les CE, c'est 46, je pense. 68, il y a les sections syndicales et les délégués. Hein ? Ouais, non. Entre 45 et 75, il y a beaucoup de tout ça mon propos dans les grandes lignes reste correct. Mais je ne me rappelle pas les détails. Je sais qu'en 45, il y a énormément je pense que les CE se mettent en place à ce moment-là et plein de mécanismes d'intégration au dialogue social, si on veut, et donc d'intégration aux intérêts de l'État. Et ça se met en place, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, dans un moment économique particulier, qui est un moment, après avoir tout détruit dans deux guerres et une crise économique qui était la crise des années 30, et il faut reconstruire en grande partie, et donc ça donne un certain dynamisme économique qui va avoir une certaine amélioration, y compris dans le cadre même du capitalisme, de certaines conditions de la classe ouvrière, même si nous, on ne partage pas la formule des 30 glorieuses, et qui n'était pas glorieuse pour une grande partie de la classe et tout, mais il y a quand même cette dynamique-là sur laquelle surfent le PCF et la CGT. Mais il faut voir du coup... cette période, elle est intéressante à analyser parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup... Après, s'en est suivi une phase de déclin du mouvement ouvrier, et du syndicalisme, etc. Et donc aujourd'hui, beaucoup regrettent et pleurent la période d'avant sans en voir les limites et sans beaucoup en critiquer les limites, qui était un mouvement ouvrier certes fort, mais dirigé par le stalinisme. Et ça a certaines... ça a certaines conséquences. Par exemple, un historien qui travaille sur le syndicalisme, qui s'appelle Stéphane Siro, il a une formule très parlante. Il dit que c'était une période de régulation par le conflit. C'est-à-dire qu'en apparence, il y a beaucoup de grèves, beaucoup de syndicats, etc. Mais que ces grèves-là étaient d'une certaine manière théâtralisées en vue d'une négociation. C'est-à-dire qu'il y a une bonne entente et une habitude où le patron sait que, bon, vous montrez les crocs au travers de la grève et tout ça, mais à la fin, c'est une régulation par le conflit dans un contexte où il y a un certain dynamisme économique qui permet le développement de l'État-providence, d'un certain partage de la valeur ajoutée, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais
Mais il y a ça qui se met en place, et donc la bourgeoisie française, elle réussit à ce moment-là une certaine intégration d'une partie de la classe ouvrière à l'État au travers de ces organisations, et ça va avoir une importance hautement stratégique, comme on l'a vu en 68, par exemple, les accords de Grenelle et la capacité, c'est-à-dire la capacité par l'énorme implantation et légitimité du PCF et de la CGT à freiner un élan révolutionnaire comme c'était le cas de 68. Pour résumer un petit peu les deux parties, les deux traditions qui ont marqué le mouvement ouvrier français et quel rôle la bourgeoisie a joué dans ça. Si ça ne se suit pas, vous m'arrêtez ou quoi, hein, si ça se comprend pas. Donc pour résumer un peu ce que j'ai dit jusqu'à là, comme ça on fait des petits résumés, après on passe à la suite. Donc la bourgeoisie, ce que j'ai dit, elle a commencé très tôt à tenter d'intégrer une partie de la classe ouvrière à travers la légalisation des syndicats. Pendant tout un temps, ça n'a pas marché parce que la tendance révolutionnaire dans le mouvement ouvrier français restait très forte et marquée par les énormes massacres des ouvriers français. À partir de 1914, commence une certaine intégration à l'État qui va avoir certaines contradictions, etc., et qui va s'accentuer dans les années 20 et 30, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette intégration de la classe ouvrière à l'État, à ce moment-là, elle se fait au travers d'un acteur concret qui est le stalinisme, qui joue un rôle subjectif central dans cette intégration. Et donc on peut dire donc dans les termes de Gramsci que la bourgeoisie, elle réussit à transformer cette force du mouvement ouvrier en une force de la bourgeoisie. Elle arrive à transformer la force du mouvement ouvrier en un moyen de l'intégrer à son propre projet et donc à l'État bourgeois. Néanmoins, ça ne peut pas durer toujours, et cette intégration à l'État-providence et donc d'une partie de la classe ouvrière, c'est aussi lui reconnaître une certaine force. Et ça, la bourgeoisie, elle va devoir à un moment remettre en cause cet état de fait pour deux raisons, on va dire, pour aller vite. Une objective, une subjective. La raison objective, elle est économique, c'est qu'en fait, il commence à y avoir un ralentissement de ce boom post-Deuxième Guerre mondiale, un ralentissement économique qui va s'exprimer là dans une forte crise d'accumulation, forte crise du taux de profit autour des années 70, la crise pétrolière de 73, etc. Et donc ça est un problème. Il faut repenser, du point de vue de la bourgeoisie, il faut repenser le mécanisme d'accumulation. Ça ne va plus de redistribuer une aussi grosse partie de la valeur ajoutée au travers de l'État-providence ou d'une hausse des salaires, etc. Donc il y a ce frein économique et cette crise qu'il faut résoudre. Et il y a aussi un facteur subjectif, c'est que la bourgeoisie française, elle est un peu traumatisée de mai 68. Même si elle a réussi à canaliser, elle ne veut pas se revivre cette peur-là. Déjà, il y avait eu 36 quelques décennies avant. Elle veut trouver un moyen que la classe ouvrière, même si ça a été contrôlé, elle a vu que c'est contrôlé aussi de justesse d'une certaine manière, qu'il y a des tendances au débordement et tout. Donc elle va devoir penser stratégiquement un État élargi différent, si on veut, et un rapport différent à la classe ouvrière et à son intégration à l'État. C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, cette remise en cause de l'État-providence, vous connaissez, c'est ce qu'on a appelé le néolibéralisme, et c'est ce qui est venu avec tout un tas d'attaques, de désindustrialisation, de privatisation, de baisse de salaire, de chômage de masse, et d'autres attaques. Pour analyser cette période, on va garder le fil conducteur de ce topo qui est la question de l'hégémonie bourgeoise, pour voir, et de la politisation de la classe ouvrière d'autre part, et on va voir quelles conséquences ça a, cette nouvelle phase, ce tournant historique néolibéral, si on veut. Qu'est-ce que ça change par rapport à la discussion qu'on est en train d'avoir depuis tout à l'heure sur État élargi, intégration de la classe, etc. Il y a plusieurs conséquences profondes qui sont importantes pour nous pour penser la conscience politique et la politisation de notre classe. Une importante, c'est que avec la désindustrialisation et la casse des services publics, se crée la gauche, elle commence à perdre son ancrage hors des grandes villes, dans toute une partie de zones périphériques ou rurales, etc., où existaient encore quelques services publics, écoles, une usine, un village qui était autour d'une usine, etc. La désindustrialisation et casse des services publics, elle casse
dans ces secteurs-là et fait qu'il n'y a plus les quelques syndicalistes qu'il y avait, les quelques profs ou fonctionnaires qu'il y avait, qui étaient un peu les représentants locaux d'une certaine gauche. Et ça va avoir une conséquence très profonde d'une perte d'ancrage local de la gauche qu'analysent aujourd'hui des sociologues qui travaillent sur les classes populaires rurales comme Benoît Coquart ou Félicien Faury, que vous connaissez peut-être. Mais c'est très intéressant de voir que ça est un phénomène. À partir du néolibéralisme se crée une espèce de division politique profonde où la gauche perd son ancrage, et ça va être combiné à un autre facteur que je vais décrire maintenant pour qu'on se rende compte ensemble de la profondeur des changements dans la conscience de classe qui vont avoir lieu à ce moment-là. L'autre changement profond qui va se faire au tournant donc fin des années 70, début des années 80, c'est qu'il y a une particularité, et notamment en France, c'est que ces attaques profondes à la classe ouvrière, elles vont être appliquées par les organisations de la classe ouvrière elle-même. C'est-à-dire, en fait, on connaît le rôle du mitterrandisme et du Parti communiste dans ce processus. Ça va se produire tout au long. Donc Mitterrand est élu en 81, il fait 2 septennats, donc ça fait quoi, 95, je crois, ça, à la fin. Et il a le temps de faire passer tout un tas, à partir du tournant de la rigueur et même un petit peu avant, de faire passer tout un tas d'attaques anti-ouvrières. Et ça va provoquer un changement très profond, une rupture idéologique. Je vais revenir sur pourquoi j'appelle une rupture idéologique d'une grande partie de la classe ouvrière avec la gauche traditionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par rupture idéologique ? Je vais vous le décrire schématiquement. Il y a un livre d'Henri Weber qui s'appelle Marxisme et conscience de classe, que je vous conseille vivement, dans lequel il fait une différence entre rupture idéologique et rupture politique pour essayer de penser la profondeur de crise à certains moments. Il dit que... moi je vais vous prendre un exemple concret. Une crise qui est politique, mais pas encore une crise idéologique, c'est par exemple la crise du peuple de gauche avec le Parti socialiste en 2016-2017. Peuple de gauche, en fait, c'est un secteur social que, grosso modo, c'est Palombarini et Amable dans L'illusion du bloc bourgeois, que peut-être vous connaissez. Il décrit que le peuple de gauche, que caricaturalement parfois on appelle les bobos, mais que c'est pas sociologiquement très scientifique de dire ça, mais que c'est plutôt des profs, des cadres et professions intermédiaires de la fonction publique ou du secteur socio-culturel, et qui sont plutôt situés dans les villes ou dans les grandes métropoles. Et donc ça ne représente pas l'entièreté de la classe ouvrière et des classes populaires, c'est un secteur spécifique. Ce peuple de gauche, on a vu qu'il y a eu une rupture profonde après le quinquennat Hollande en termes de vote. Je veux dire, quand Hidalgo fait 1,7% en 2022, quand le PS en fait passe de plus de 100 000 adhérents, je ne sais plus combien avait, à quelques dizaines de milliers, très fake, etc. Tout ça, c'est une rupture politique. Mais pourquoi je dis c'est pas une rupture idéologique ? Parce qu'on a vu récemment qu'au travers du NFP, le peuple de gauche a participé les 2 pieds dedans, y compris en revitalisant le PS et sans que ça pose trop de problèmes, etc. Et que le plus jamais PS qu'on entendait en 2016 n'a pas eu en fait de réalité. Après, le PS a bien manœuvré, etc. Le régime est fort pour revitaliser. Mais vous voyez que ça, c'est une rupture politique, mais pas encore idéologique. Et je veux faire la différence parce que la rupture idéologique qui se construit dans une phase beaucoup plus longue, c'est-à-dire à partir des années 80, 90 et 2000, c'est une rupture très importante. C'est-à-dire c'est une rupture pas seulement politique, genre avec les partis, avec ces partis-là, et que s'il y avait un autre que Mitterrand à la tête du PS et tout ça, mais qu'il y a une rupture très profonde qui se fait et qui va se traduire concrètement dans la classe ouvrière par une énorme abstention et aussi la montée du vote FN puis RN, comme on a vu, et c'est ce qui explique aujourd'hui en partie que chez les ouvriers et les employés, il y a des votes à 57% et 40 et quelques pourcents. Enfin, je veux dire, c'est très fort.
tant que je suis sur cette période, je tiens à noter quelque chose, c'est que cette rupture idéologique profonde d'une partie de la classe ouvrière avec les organisations traditionnelles qui les ont attaquées, non seulement a fait monter soit la démoralisation et la passivité politique, on va dire, au travers de l'abstention, soit le Rassemblement national, sur lequel je ne reviens pas précisément, mais a aussi donné une occasion à l'extrême gauche, ce qui a commencé à s'exprimer dans les années 2000, c'est-à-dire après les 2 décennies 80-90, puisqu'on a vu dans les années 2000, par exemple en 2002, c'est non seulement Jean-Marie Le Pen au 2e tour, etc., mais c'est aussi les trotskistes à 12%. LCR plus LO plus les lambertistes, 12% au total. Et ça, c'est très intéressant à analyser pour voir que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, dans un programme que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Institut La Boétie, entre les 2 tours, là, ils ont fait une émission où il explique que lui, qui était encore au PS, analyse à ce moment-là que 12% pour les trotskistes, ça ne veut pas dire qu'il y a, d'un coup il y a 12% de trotskistes dans le pays. Ça veut dire qu'il y a un rejet des organes traditionnels historiques qui étaient le PS et le PC, une envie, au moins dans cette fraction-là de la population, d'une certaine radicalité, et lui a su la saisir dans un projet plus institutionnel et réformiste, mais plus radical en apparence. Et lui a réussi à plus le saisir en occupant et en construisant donc, le parti de gauche, puis le front de gauche, puis LFI. Et on voit les résultats aujourd'hui, quand le parti il a plutôt réussi son coup, et c'est pour ça qu'il raconte ça. Et à l'inverse, l'extrême gauche, qui avait une possibilité d'utiliser cet espace électoral, mais qui n'était qu'un espace électoral, pour au moins en traduire une partie dans la construction. Très concrètement, par exemple, la LCR, c'était 3000 militants, avait l'occasion de peut-être passer à 4 ou 5000, et surtout beaucoup plus forgé dans une tradition trotskiste. Et c'est pas du tout pareil si tu commences là, déjà tu rentres dans la lutte de 2010, et puis la phase de lutte de classe ensuite qui s'est suivie de 2016 à 2023, avec un parti révolutionnaire plus trotskiste, avec quelques milliers d'adhérents, plutôt que ce qui a été fait, c'est-à-dire l'inverse. La LCR, c'est plutôt, elle a tendu à plutôt s'adapter elle-même à cet espace électoral au travers des bons scores de Besancenot et tout, en se disant qu'on va occuper cet espace électoral et politique-là en créant le NPA, qui était en fait, au contraire, on va abaisser la stratégie pour s'adapter à cet espace. Et ça, en fait, a joué des tours ensuite, puisque tu as grossi un peu en nombre de militants, mais pas en clarté stratégique. Et donc, entre ça et le projet de Mélenchon, si en fait on voit aucune différence stratégique, les gens vont dans le projet réformiste le plus crédible, qui est celui de Mélenchon. Donc ça, c'est une parenthèse, mais pour dire que c'est pas que la rupture de la classe ouvrière avec les orgas traditionnels après le néolibéralisme, elle implique forcément une montée du RN ou une abstention, et comme un phénomène qu'on ne pourrait pas combattre. Vous voyez que même du point de vue de l'État élargi que j'utilise depuis tout à l'heure, c'est assez particulier, parce que d'un côté, on pourrait dire que, vu que c'est les organisations de la classe ouvrière elles-mêmes qui deviennent très les premiers défenseurs de l'État et qui appliquent le néolibéralisme et tout, d'un côté, on pourrait dire « Ah, c'est un élargissement de l'État ». Mais en fait, le problème, c'est que en même temps que ces organisations et la direction de ces appareils se mettent plus entièrement du côté de l'État, et donc d'un certain point de vue, c'est l'élargissement de l'État. D'un autre point de vue, c'est plutôt un rétrécissement de l'État. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces organisations-là vont devenir de moins en moins représentatives, elles vont être vidées de leurs adhérents, de leurs influences, etc. Donc dans le néolibéralisme, se provoque plutôt, au contraire, une exclusion de la classe ouvrière du régime politique, c'est-à-dire la classe ouvrière devient de moins en moins représentée, puisqu'elle rompt elle-même avec ces organisations qui les a trahis plus clairement. Et donc d'un point de vue de l'État élargi et de la conscience politique et de la politisation de la classe, il y a en fait situation différente dans laquelle la classe ouvrière devient de plus en plus exclue de la représentation dans le champ politique, des députés, etc. Même si on a vu que nous, comme révolutionnaires, on ne regrette pas forcément la période où elle était plus forte et plus représentée par des députés staliniens, etc. Mais pour penser, ensuite on va aller plus dans le concret de maintenant, et vous allez voir que tous ces outils-là, ils vont nous servir à réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous développer une conscience politique et pas seulement syndicaliste dans la classe ouvrière ? Donc voilà, ce que je disais, c'est que du coup, d'un point de vue de l'État élargi, on pourrait dire que le néolibéralisme, il va plutôt dans le sens, au contraire, d'un État rétréci d'une certaine manière, de moins d'intégration de la classe ouvrière à l'État, et donc d'une base sociale plus réduite, et
et il va falloir trouver des alliances dans la société différemment. Soit il faut diriger que par le sabre et par la matraque, mais en fait, vous avez vu que dans les années 90, etc., quand le néolibéralisme était triomphant, ça n'était pas le cas. C'était pas que de la pure répression, même s'il y a un élément de répressif qui commence à se renforcer, ça n'était pas que ça. Parce que la bourgeoisie a différentes manières. C'est ce que je disais tout à l'heure pour dire c'est pas mécanique, c'est pas que au travers des bureaucraties et des directions des organisations de la classe ouvrière, elle a aussi d'autres manières, des manières plus idéologiques et politiques, d'entraîner une partie de la classe ouvrière à son projet. Dans le néolibéralisme, ça va s'exprimer aussi parce que le projet néolibéral, disons, des capitalistes, ça va être en gros une espèce de pacte social implicite qui va dire, ok, il y a une modération salariale, on ne va pas augmenter les salaires autant qu'avant et tout ça, mais cette modération salariale va aller de pair donc avec la mondialisation et donc avec l'accès à des marchandises pas chères, l'accès au crédit et donc peut-être à la propriété pour chacun de vous, etc. Et donc au travers de la consommation et du crédit et d'un certain dynamisme en plus à ce moment-là, parce que dans les années 90, c'est aussi la mondialisation et la restauration du capitalisme dans ce qui était encore des États ouvriers dégénérés, comme c'était la Russie, la Chine, etc. On ne rentre pas dans ces détails, mais vous voyez qu'il y a un certain dynamisme et que ça se fait plus... c'est pas pareil qu'en 68, quand il y a une direction de la classe ouvrière qui est encore très implantée et qui dit on arrête, et en gros ils arrivent à arrêter. Là, les organes de la classe ouvrière commencent à s'affaiblir et la bourgeoisie doit essayer de créer des alliances, mais du coup c'est aussi plus fragile parce que moins matériel. Et ça, quand ça rentre en crise, c'est ça qui est intéressant pour nous d'étudier, c'est que cette question-là rentre en crise. Par exemple, la promesse d'une inflation faible, la promesse de l'accès à la consommation de marchandises pas chères parce que la Chine est l'atelier du monde, etc., c'est ce qu'on a vu rentrer en crise après 2020, par exemple. Et ça, c'est une crise profonde du projet et du discours néolibéral qui commence à provoquer toutes sortes de crises qu'on va voir ensuite. Et vous voyez que j'avance chronologiquement pour penser maintenant ce qu'il en est. Ah, et pardon, et une dernière chose, une dernière manière qui est intéressante aussi pour nous pour penser les divisions de la classe et les différentes alliances qui pourraient être pensées aujourd'hui, ou le type de conscience politique qu'on doit construire, c'est que le néolibéralisme a commencé à créer une autre division dans les classes populaires, qui en gros il s'est présenté sous un jour progressiste face à certaines oppressions en promettant, même si c'est extrêmement limité et plutôt en termes de représentativité, on va représenter un peu mieux ou parler de certains secteurs qui sont opprimés, mentionner le racisme, les LGBT, etc. Et en même temps d'attaquer brutalement la classe ouvrière, ça provoque, et je cherchais un article de notre camarade Andrea Datri, que je n'ai pas retrouvé, qui dit précisément ça et les conséquences politiques que ça a, que c'est très intéressant parce que ça provoque une espèce de conscience implicite très différente où dans la classe ouvrière, par exemple, où en fait c'est à ce moment-là que se met en place l'image des bofs en France, par exemple, et tout le mépris de classe qui est en gros les classes ouvrières sont celles qui font monter l'extrême droite, celles qui ne sont pas progressistes et libérales, etc. Et en fait dans la classe ouvrière se construit une espèce de mentalité et de croyance que les opprimés, les LGBT, etc. ont tout alors que nous on est attaqués, ce qui en fait est faux parce que c'est plutôt en termes de représentativité, etc. Mais ça est une question qu'il faut avoir. Moi c'est quelque chose que à l'usine par exemple j'ai beaucoup utilisé comme discussion quand on avait le temps de le faire et tout justement pour casser, et pour ceux qui sont dans le mouvement ouvrier, dans les usines ou dans des secteurs plutôt plus masculins ou quoi, vous voyez que c'est des questions qui sont ancrées profondément idéologiquement et qui naissent à partir de ces années-là, qui sont pensées consciemment en fait par la bourgeoisie. Et ce projet néolibéral, il a aussi cette dimension, et donc il crée, vous voyez que là je suis en train de décrire quelques-unes, des nombreuses divisions politiques que cette période-là, elle a créées dans la classe ouvrière et dans les différents secteurs de la population, ce qui donne aujourd'hui à l'arrivée, ce que je disais un peu tout à l'heure, pour le dire très schématiquement et caricaturalement, des grandes villes de gauche entourées de campagnes de droite. C'est très schématique parce qu'en fait,
les campagnes, c'est très divers, ou les zones périphériques et tout, mais quand même, c'est pour essayer de penser, de notre point de vue, les divisions politiques profondes qui, aujourd'hui, ne se traduisent pas encore socialement dans un sens fasciste, par exemple, c'est-à-dire aujourd'hui, ces campagnes de droite ou qui votent à l'extrême droite ne multiplient pas les actions, les ratonnades comme on avait vu à Royan-sur-Isère, non, ça s'appelle ? Non, Comment ? Romans-sur-Isère, mais que c'était quelque chose de ponctuel, mais que c'est une division politique qui se met en place, que quand même on doit penser stratégiquement et à long terme que cette division politique-là, si personne ne va la batailler, c'est-à-dire, vous savez que le projet de Mélenchon, c'est pas d'aller batailler la conscience et ce qui commence à s'ancrer profondément dans certains secteurs de la classe ouvrière en termes d'idées d'extrême droite et tout ça, c'est de dire qu'on se concentre sur les quartiers, les grandes villes, la jeunesse, les racisés, et que ces secteurs-là, il reste des abstentionnistes et il faut se concentrer sur ça, et dans une perspective présidentielle ça peut passer. Il considère que les campagnes c'est perdu pour la cause. C'est un projet stratégique, réformiste et électoral évidemment, mais d'autres ont d'autres projets. Le rufinisme, un projet d'alliance différente, lui aussi c'est électoral mais c'est un projet d'alliance différente, mais vous voyez que personne n'est en train de penser stratégiquement, et à nous c'est à long terme une question qu'on doit se poser, de penser des ponts et des dialogues entre des secteurs de notre propre classe qui sont en fait extrêmement éloignés d'un point de vue de leur politisation. Tout ça sont des questions que le syndicalisme, parce que tout ce que je dis là, même si je ne dis pas le mot syndicalisme, tout ce que je dis là, c'est pour penser notre action dans le syndicalisme. Nous, on pense une action qui est beaucoup plus politique et qui doit penser à cette échelle-là, les alliances entre différents secteurs. Je vais aller vers la fin maintenant et voir plus précisément, qu'est-ce que le syndicalisme il peut dans tout ça. Comme je l'ai dit, le syndicalisme il a été impacté par la phase néolibérale aussi, et c'est là où il y a eu une phase de déclin des adhérents, de l'influence, etc. Mais elle a été plus limitée que le déclin du Parti socialiste et du Parti communiste pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont été suffisamment malins, la bureaucratie syndicale, pour mettre assez vite une prise de distance avec la politique. C'est-à-dire qu'à partir des années 90, ils voient que ça commence à chauffer pour après la chute du mur de Berlin. Le stalinisme est complètement décrédibilisé, donc le PCF aussi, etc. Et là, ça commence à plus trop aller pour les bureaucrates syndicaux de la CGT d'être totalement attachés et affiliés et assimilés au PCF. Et ils commencent à penser une certaine mise à distance du PCF et des partis politiques. C'est ça qui fait que, par exemple, quand il y a eu la gauche plurielle dans les législatives de 97, ils n'appellent pas à voter pour la gauche plurielle. Alors que les années d'avant, ils appelaient en 74 à voter à Mitterrand, en 81 aussi, il me semble. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est là aussi où ils remettent en cause, par exemple, que le secrétaire général de la CGT, il n'est plus un membre du bureau du PCF, etc. Donc, ils sont suffisamment malins pour réutiliser une tradition du syndicalisme français que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la charte d'Amiens, sur laquelle ils ont roulé pendant un siècle, et qu'ils réutilisent à bon escient à un moment donné pour dire non, c'est la politique, les stalles, le PC, c'est pas nous on est plus indépendants et tout. Et la deuxième raison, c'est qu'ils arrivent à bien utiliser intelligemment les grandes grèves de 95 en France pour se réhabiliter. Parce qu'ils avaient eux aussi commencé à perdre énormément d'influence. Peut-être que vous connaissez les grandes grèves qu'il y a eu dans la fin des années 80 en France. C'est très intéressant parce que les syndicats, pendant toutes les premières années de Mitterrand, étaient restés l'arme au pied pour pas déranger le gouvernement de gauche qui faisait une politique de droite. Et du coup, les travailleurs eux-mêmes ont commencé à s'organiser sans l'autorisation des directions syndicales dans les coordinations de cheminots en 86, d'instituteurs en 88, dans l'aéro 88, les infirmières en 88 aussi, etc. Et donc là, la bureaucratie syndicale commence à flipper, et c'est pour ça qu'en 95, je ne rentre pas dans le détail, mais très intelligemment, elle utilise en fait l'état d'esprit de la fin des années 80 en promouvant la grève générale, les assemblées générales, mais par contre la coordination entre assemblées générales, ça c'est nous qui y avons. Mais elle se réhabilite à ce moment-là, donc au travers de ça et d'une mise à distance de la politique. C'est très intéressant parce que ça donne
le contexte français qui est très particulier aujourd'hui, qui est que les organes traditionnels de la classe ouvrière plus historique, elles ont fondu, mais ces organisations syndicales conservent une certaine implantation et une certaine influence, une certaine extension géographique, comme elles l'ont démontré et on l'a vu dans la phase de lutte de classe entre 2016 et 2023, et notamment en 2023, vous avez vu, y compris l'extension géographique, même dans des petites villes, etc. Et donc ça, c'est intéressant pour penser le rapport entre syndical et politique, parce qu'on pourrait dire que ça semble paradoxal de le dire comme ça, mais vu ces coordonnées, le syndicalisme français est en position d'être un représentant politique de la classe ouvrière. En fait, il n'y a plus de représentant politique en tant que organisation politique, et du coup liée à la classe ouvrière. Il y a LFI qui a une certaine dynamique, mais qui a un projet conscient de ne pas être des représentants de la classe ouvrière, ou alors divisé dans un truc citoyenniste, etc. Donc vous voyez qu'on est dans une situation où ça peut paraître paradoxal, mais le syndicalisme français, il est en position d'être un acteur politique, après je vais dire les limites de ça, mais un acteur politique, et l'autre qui est en position d'être un représentant politique de la classe ouvrière, c'est le RN. Donc vous voyez qu'il y a le RN d'un point de vue électoral, etc., quand vous voyez ces votes. Donc la situation française, elle va dans ce sens-là. Et maintenant, il faut réfléchir. Donc maintenant, je vais préciser, et on va aller vers la fin, et là on est dans le très actuel maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont en position d'être des acteurs politiques ? Ça s'est exprimé beaucoup, et les articles, notamment les articles que Juan Chingo il a écrits sur la bataille des retraites 2023, le propos était beaucoup celui-là, c'est-à-dire que le syndicalisme, au travers y compris de son unité et tout ça, était en position d'être un acteur politique, mais a en même temps limité cette politisation. Là, il y avait une politisation à la base. Vous avez vu que dans le mouvement, en fait, ne se limitait pas à la simple rejet de la réforme des retraites, mais s'exprimait le rejet de l'inflation, des conditions de travail pourries, y compris des questions de régime pourri de la Ve République au travers du 49-3, etc. Donc ça, c'est une politisation importante que l'intersyndicale a cherché à limiter. En fait, d'un côté, elle était un peu acteur politique parce qu'une force unifiée qui se faisait le représentant de la classe ouvrière et qui tenait bon sur le retrait, ce qui est pas toujours gagné pour les bureaucraties, mais donc c'est déjà un rôle politique, mais en même temps un rôle politique consciemment limité par elle-même. Donc ça, c'est pour que vous pensiez la politisation et les contradictions du syndicalisme français. Et donc il y a cette position-là, et il y a aussi le fait, vous voyez que pour ceux qui connaissent notamment dans la CGT et la direction de la CGT, ça n'est pas aussi mécanique qu'on pourrait penser, c'est-à-dire en gros, les syndicalistes ne font que du syndicalisme, genre salaire, retraite, emploi, et ne parlent pas de questions d'oppression, etc. Vous voyez que parfois, la bureaucratie syndicale elle-même peut essayer de dialoguer avec une certaine politisation dans la société, une certaine politisation de la jeunesse, et il peut y avoir en fait des bureaucraties ouvrières qui font des mentions, en fait, pour le dire très concrètement, le projet de la CGT au travers de Plus Jamais Ça et de se lier par en haut à des organisations écolos, ou le discours en fait de Sophie Binet qui en fait fait des mentions. Mais même vous avez vu que la CGT a pris plus position, par exemple qu'en 2005 pour les révoltes de banlieue après la mort de Naël, pour des questions féministes à des moments. C'est-à-dire c'est une tentative de dialoguer très par en haut et très d'appareil si on veut, mais quand même important à penser que même des bureaucraties syndicales essayent de faire cette mention-là, et ça c'est aussi l'expression d'une politisation dans la société de laquelle ils essayent intelligemment de ne pas se couper. Donc il y a aussi cet aspect de politisation. D'un point de vue des appels au vote, ils ont maintenu un degré minimal de politisation et d'appel au vote, avec les appels à voter Macron au deuxième tour contre Le Pen, ce qui, y compris, leur a porté préjudice pour aller reconquérir ce qu'ils avaient perdu, c'est-à-dire ceux qui sont dégoûtés à raison de ce système, y compris de la gauche bourgeoise et des partis bourgeois et tout, après à tort traduisent politiquement dans le RN pour différentes raisons, mais pour reconquérir ça, faire des appels au vote à Macron qui après attaque cette même classe ouvrière, etc., c'est très difficile pour la CGT. Et d'ailleurs, un des arguments, quand on milite dans la classe ouvrière et dans différents secteurs, moi dans l'aéronautique, c'est le truc que j'entends le plus dans les ouvriers qui veulent rejeter le syndicalisme, c'est qu'ils ont appelé à voter Macron. Donc imaginez-vous, s'il y a ça, imaginez-vous les dégâts
d'appeler à voter le nouveau Front populaire avec le Parti socialiste au moment où François Hollande y revient, etc. C'est-à-dire la manière de lutter contre le RN, soi-disant dans l'immédiat pour pas qu'il passe, etc., est en fait une balle dans le pied que se tire en fait non seulement la gauche, mais aussi le syndicalisme, puisque c'est le sujet qu'on est en train de parler, pour aller reconquérir. Après, on a des exemples concrets, hein, à Airbus ou dans des boîtes de camarades et tout, où ces prises de position politique, nous, on est pour. Je pense que ça paraît évident maintenant avec le topo que j'ai fait, mais on est pour que le syndicalisme soit politique, exprime des choses politiques, y compris sur la question du vote, de n'importe quel terrain politique, mais pas cette politique-là, quoi. Pas d'appeler NFP, revival du PS, etc. Donc voilà, on a vu. Donc pour penser, parce que c'est très intéressant aujourd'hui de penser cette question, parce que ça a bougé cette politisation. Je veux dire, c'est un choix de la direction, notamment de la CGT. Je pense que FSU et Solidaire ont plutôt suivi, si je me rappelle bien, le choix d'appeler dès le premier tour à voter NFP, qui est quand même une rupture avec la tradition depuis le milieu des années 90. Ce que je disais, vous avez mis une prise de distance et tout ça. Là, c'est un renouveau dans ce truc-là, et qui va y compris plus loin qu'un simple vote tactique. Hein. Vous avez vu que Sophie Binet, après, était une des membres du NFP qui, sur LCI, dit voilà, maintenant il faut Lucie Castet Premier ministre, qui trouve des arguments. Il y a un éditorialiste sur LCI qui lui a dit « Vous êtes la secrétaire générale CGT la plus politique depuis Georges Séguier ». J'ai adoré ça parce que c'est très réel et c'est vrai. Je pense que la bureaucratie de la CGT l'a pensée comme ça, elle est bien plus forte et politique que Martinez y compris. Et ça, c'est très intéressant. À la fois, cette politisation est elle-même en contradiction. Je ne sais pas si vous avez vu que là, pour la traditionnelle mobilisation de rentrée, il y a des débats où en fait même les syndicats comme CGT, FSU et Solidaire, ils sont en mode bon là on peut pas faire une mobilisation sur le mot d'ordre Lucie Castet Premier ministre. Pourquoi ? Parce que aussi le NFP est en train de s'enfermer dans des tambouilles, qu'on voit que ça va nulle part, etc. Donc le syndicalisme encore une fois est malin et sait garder ses distances, et donc il dit non, il faut faire une mobilisation de rentrée sur des revendications propres, etc. Mais à la fois ils ont soutenu, donc vous voyez que tout ça est une certaine politisation contradictoire, disons. Notre objectif dans le mouvement ouvrier, donc, ce que je disais au début, c'est d'essayer de développer cette conscience politique de classe. Qu'est-ce que ça serait concrètement en France, ce torrent gigantesque, non pas contre le tsarisme, mais contre la Ve République et le capitalisme français? Quelles alliances de classe, quel secteur de la société? C'est tout un travail d'élaboration qu'on doit faire dans le courant et de compréhension de nos camarades. Ce qui en France se traduirait par comment penser la question stratégique de la convergence des luttes entre les différents secteurs qui se sont mobilisés depuis 2016, on va dire, c'est-à-dire des secteurs très différents, des raffineurs aux cheminots, à l'aéro, mais aussi en fait aux quartiers populaires, aux luttes écologiques, etc. etc. Presque tous les secteurs de la société française se sont mobilisés, ce qui est quand même une chance pour penser cette question de manière concrète en France, et que c'est pas dans tous les pays du tout qu'il y a cette chance-là. Nous, on pense que cet objectif et cette convergence et ce torrent gigantesque, il ne peut pas être construit, disons stratégiquement et à long terme, au travers des institutions propres de la bourgeoisie, c'est-à-dire au travers d'accords parlementaires, etc. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la démonstration très clair de ça, c'est-à-dire que les institutions bourgeoises sont faites pour atténuer le programme. Vous voyez le programme de LFI qui après programme de l'AEC, après programme de la NUPES, après programme de NFP, qui à chaque fois s'allège, qui aujourd'hui programme du NFP, non, mais en fait c'est vraiment juste une base pour dialoguer parce qu'on n'est pas majoritaire, et si vous voulez maintenant on met pas d'insoumis dans le truc, enfin, c'est tous les reculs possibles pour dire qu'on est responsable et qu'en fait c'est vous qui êtes contre nous et vous voulez pas même les petites miettes qu'on veut, mais vous voyez que les institutions bourgeoises ont une forte pression à ça. Ça ne veut pas dire qu'on est purement anti-institutionnel. On pense que, en fait, y compris le syndicalisme et la classe ouvrière, elle peut intervenir et exister et prendre position dans les débats politiques et la politisation qui se joue même sur le terrain électoral à un moment donné, mais d'un point de vue stratégique et de long terme, que la classe ouvrière fasse de la politique et s'impose comme un acteur politique, ça nécessite
tout ce que j'ai essayé de dire dans ce topo, mais c'est-à-dire de développer une conscience des différents secteurs et de comment les entraîner, ce qui pose des questions stratégiques, des questions de programme. C'est pas seulement ton propre programme, mais penser le programme et les revendications propres, celles qui touchent les tripes de tel secteur ou de tel autre et tout ça. Penser comment les entraîner. Et ça pose aussi des questions organisationnelle, c'est-à-dire que la classe ouvrière, elle occupe une place centrale dans le capitalisme, elle sera en mesure d'entraîner d'autres secteurs dans cette bataille que si elle-même elle est forte et qu'elle réalise sa propre unité avec une certaine détermination et au travers de ses propres institutions, qui seraient des institutions d'auto-organisation où elle se représente elle-même, que nous, le modèle classique, c'est celui des soviets en Russie, mais qui ont pris d'autres formes ou qui ont eu des tendances, y compris en France. Les AG Interpro en 2010, par exemple, étaient une tendance au développement de ça, etc. Mais voilà, maintenant, vous voyez que je termine sur ça. Il faut soit dans cette discussion, ou soit dans l'année, etc., à partir de ces outils théoriques et politiques que j'essayais de dire, il faudra penser quelle est notre pratique dans la classe ouvrière, sachant que nous, on s'est construit entre 2016 et 2023, y compris dans le mouvement ouvrier, au travers de l'intervention dans la lutte de classe et de la démonstration d'une partie de notre stratégie, l'importance de l'auto-organisation, la dénonciation des bureaucraties syndicales, etc. Mais on a besoin de penser comment aller plus loin que cette intervention dans les luttes et de penser une certaine pratique plus politique. Et il peut y avoir plein d'exemples dans lesquels je ne rentre pas, mais dans la tradition révolutionnaire, parfois il y a eu la construction de courants lutte de classe dans les syndicats, qui traversent différents syndicats. On peut penser que, par exemple, après l'énorme victoire de Christian Haneauser, on pourrait tout à fait penser qu'on apparaisse comme un courant qui construit par en bas la coordination, qu'on met cette victoire au service de la classe et qu'on construit par en bas une coordination avec d'autres réprimés pour répondre à une question centrale qui a plus de 1000 réprimés syndicaux aujourd'hui et que les tambouilles par en haut de NFP, etc., dans lesquels les directions syndicales vont des deux pieds et sont beaucoup plus actives pour ça que pour rien d'autre que j'ai vu. Nous, on peut apparaître comme un courant qui construit par en bas ce genre d'institutions. Bon, voilà, c'est quelques exemples concrets, mais ça ne sert à rien que je rentre beaucoup dans cette discussion-là. Après, c'est à nous d'échanger à la fois sur les trucs plus théoriques et de fond que j'ai dit, et à la fois sur comment vous voyez la situation actuelle d'un point de vue de la conscience politique de la classe et de notre pratique et de l'affrontement aux bureaucraties syndicales qui existent toujours aujourd'hui. Voilà, ça a tenu finalement là.